Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire de BPI France Création. Aujourd'hui, on va parler avec Stéphanie Lebeuse et Delphine Morandé qui vont vous donner des conseils concrets d'entrepreneurs qui sont inspirantes. Bonjour Stéphanie, bonjour Delphine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes toutes les deux membres de la communauté du COQ Créa en tant que lauréat du concours des 101 femmes entrepreneurs. Je vais vous laisser vous présenter et puis après, je dirai quelques mots sur cette communauté. Delphine, peut-être, si tu veux nous dire qui tu es. Oui, bonjour, donc Delphine, moi j'ai fondé Possible il y a maintenant plus de 3 ans et j'ai un parcours dans le conseil depuis 15 ans et j'ai rebondi par passion du développement durable et aussi parce que je suis une femme engagée donc, en fondant Possible qui rend accessible la RSE aux PME-ETI. Merci. Et Stéphanie? Bonjour Stéphanie, donc moi j'ai eu plusieurs parcours de vie. J'ai commencé pendant 10 ans dans la finance et dans le financement des entreprises. Après j'ai fait justement un changement à 360 degrés pour passer du côté de l'entrepreneuriat. J'ai monté plusieurs sociétés dans l'innovation, notamment une dans l'IA que j'ai revendue il y a 2 ans maintenant. Et pour me consacrer depuis ces dernières années à des conseils d'administration, de l'accompagnement de dirigeants justement dans les moments de création ou de reprise. Et j'ai moi-même, là, depuis 1 an et demi, repris une entreprise. Donc voilà, donc trois vies dans une seule. Dans une vie bien remplie. Merci à toutes les deux. Donc, vous êtes membre de la communauté du COQ Créa parce que vous avez été accompagnés par des réseaux d'accompagnement. Donc, vous voyez la liste de ces réseaux qui sont membres d'un collectif et qui couvrent à peu près tous les parcours d'entrepreneurs, de la vie d'un entrepreneur, de la sensibilisation à la création, à la croissance et au rebond. Et vous pouvez aussi être membre de cette communauté du COQ Créa, les lauréats des concours des 101 femmes entrepreneurs, Talent des cités ou concours Money Time sont également membres de cette communauté. Donc, comme ça, le cadre est posé. Et qu'est-ce que c'est que cette communauté du COQ Créa? Eh bien, c'est l'emblème de fierté des entrepreneurs qui ont été accompagnés par ces réseaux d'accompagnement. Donc, c'est l'emblème de fierté des créateurs ou des repreneurs d'entreprises. C'est aussi le symbole du lien qui les unit à leur réseau d'accompagnement et ça, c'est très important puisque ces entrepreneurs, le message qu'ils ont envie de vous passer, ça va être l'objectif de ce webinaire, c'est faites-vous accompagner, mettez toutes les chances de votre côté. Et c'est aussi l'envie qu'ils ont de vous inciter à faire comme eux et c'est l'esprit role modèle qu'on va chercher à mettre en avant. Donc, ils sont créateurs, repreneurs. Je passe assez vite puisque c'est tout ce que je viens de vous dire. Créateurs, repreneurs accompagnés par un réseau d'accompagnement à la création d'entreprises et ils sont lauréats de concours et ils ont envie de partager leur parcours et à ce titre, ils sont membres de la communauté du COQ Créa. Et vous êtes en train de vous dire, mais moi aussi, j'ai été accompagnée où j'ai envie d'être accompagnée. Si vous avez déjà été accompagné par ces réseaux d'accompagnement, eh bien, rejoignez la communauté. Vous avez un QR code. Et si vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce que je peux être accompagné? Eh bien, on vous invite à aller sur monpassecrea.fr, qui est le site qui va vous orienter vers le bon réseau d'accompagnement en fonction de la typologie et de la maturité de votre projet. Donc, nous voilà toutes les trois ici. Delphine et Stéphanie, est-ce que vous acceptez de vous présenter et de nous raconter votre parcours avant de créer votre première entreprise? Peut-être Stéphanie, si tu veux nous partager ton parcours. Tu es en mute, pardon. J'ai fait un parcours d'école de commerce et après j'ai suivi un peu la voie. On m'avait dit être royale, donc je ne me suis pas trop posé de questions. Donc je suis rentrée justement dans la finance, comme je le disais rapidement, où j'ai travaillé pour du financement d'entreprise, du financement structuré et dans des fonds d'investissement. Et bon, du coup, c'était une période hyper intéressante parce que c'est vrai que j'ai appris les bases de la finance et comment on analyse le risque d'une entreprise et sa stratégie. Mais au bout d'un moment, au bout de 10 ans, je sentais que j'avais un peu fait le tour et que j'avais l'impression que ma vie se terminait se borner à analyser des business plans dans des tableurs Excel. Et en fait, je voyais les dirigeants en face de moi et en fait, j'avais vraiment envie de plus en plus être à leur place. Alors à l'époque, j'avais 25 ans, donc ils m'appelaient un peu par
condescendance, madame la banquière, donc ça m'énervait encore plus. Donc à un moment, je m'étais dit, voilà, moi, un jour aussi, je serai de l'autre côté. Je connaissais rien au monde des startups. On est en 2007 à l'époque, 2008, et je rejoins un groupe de business angels. À l'époque, j'étais à Paris, et aussi spécialisée dans le développement durable parce que je m'intéressais aussi à ce secteur-là. Et par ce biais-là, en fait, j'ai découvert déjà un réseau hyper sympa. J'ai pu être utile, c'est-à-dire mettre en application mes connaissances de la finance au service des startups que je rencontrais. Et c'est aussi comme ça que j'ai rencontré mes 2 premiers associés avec lesquels j'ai décidé de passer le pas. Et on a monté une super structure qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui permettait de capter la lumière du soleil à l'extérieur des bâtiments. Donc, c'est vraiment un peu ce parcours, cette rencontre du milieu des startups grâce à cette association de Business Angel qui m'a nourri un peu de ces idées, qui m'a permis de rencontrer des associés et qui m'a fait me dire à un moment, il faut que j'y aille. De toute façon, je sentais que le matin, quand je me levais pour aller derrière mes tableurs Excel, le cœur n'y était plus et que de toute façon, il faudrait qu'à un moment, ça prenne fin. Oui, donc tu n'as pas eu un déclic à proprement dire, c'est vraiment un chemin et arrivé à un moment de ce chemin, tu as senti que tu passais à autre chose. Oui, tout à fait. En plus, moi, exactement. En plus, je viens d'une famille qui est complètement averse au risque, où je me rappelle d'une anecdote. Mon père, quand j'ai trouvé mon premier job, où je n'étais pas super convaincue de ce que j'avais trouvé, m'avait dit, non, mais t'inquiète pas, il y a une cantine, donc tout va bien. Donc, c'était un peu l'esprit, tu as un salaire et tu as de quoi manger, donc ne te plains pas. Donc, l'aspect plaisir du travail n'était pas forcément dans la culture que j'avais reçue, ni dans le fait de prendre des risques, en fait, pour se lancer. Donc, il m'a fallu, moi, effectivement, une dizaine d'années pour y aller. Donc, moi, si je dois retenir une chose de ça, c'est il n'est jamais trop tard pour se lancer. Et surtout, en fait, il faut s'écouter. Et je pense qu'à un moment, quand on sent qu'on n'est plus à sa place dans ce qu'on fait au quotidien, c'est forcément le moment de bouger. Donc, faut y aller. Et est-ce que tu te souviens vraiment les premiers moments où tu as quitté ton ancien emploi et tu as créé cette entreprise? Tu vois, les premières semaines, tu te souviens, qu'est-ce que tu disais? Tu étais conquérante ou tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai trouvé un sentiment de liberté assez incroyable. D'abord, de pouvoir en fait choisir, alors pas tant mes horaires, on en reviendra peut-être, parce que l'entrepreneuriat n'est pas une full liberté et on a plutôt tendance à encore plus travailler que dans le salariat, mais au moins que le temps que je consacrais était plus utile, quoi. J'ai arrêté de perdre mon temps dans des réunionites que je trouvais pas toujours très productives. Et j'avais l'impression de retrouver du sens et d'être plus connectée avec ce que j'avais envie de faire et avec là où j'avais vraiment de la valeur ajoutée. Donc ça a été vraiment mon premier sentiment. Après, très rapidement, moi, j'ai essayé de me créer un écosystème pour avoir quand même des déjeuners, sorte de boulot, ou commencer à rechercher aussi des interactions, parce que voilà, je n'avais pas du tout envie de rester seule derrière mon ordi, donc c'était pas le but. Merci Stéphanie. Et toi, Delphine, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant d'entreprendre? Oui, alors moi, j'ai toujours rêvé d'entreprendre, en fait. Donc, c'est bien quand on parlait de faire venir naturellement les choses, elles reviennent de toute façon au galop à un moment donné. Je suis passée par la phase plutôt com, avec un master recherche en médias et médiation, parce que je suis passionnée par l'humain, donc beaucoup de sciences humaines et sociales, à l'époque où les réseaux sociaux émergeaient ici en France. Et donc, je me suis demandé comment les internautes se faisaient une construction identitaire alors qu'on disposait de son propre média. On pourrait en reparler aujourd'hui, à l'heure où les algorithmes sont pas toujours très sains, mais c'est pas le sujet. Ensuite, j'ai piloté une agence digitale d'abord en tant que chargée d'affaires, puis en tant que directrice dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Donc, on était par un président, 2 semaines avant le Covid. Donc, ça m'a appris beaucoup, d'autant que j'ai dû gérer des problématiques familiales seule également à cette période. Et donc, repartir d'une page blanche une première fois. L'idée, c'est ce qui m'a appris ce cycle, c'est que finalement, l'entrepreneuriat, on l'a on a ce tempérament même quand on n'a pas sa propre entreprise.
Et puis finalement, l'occasion de repartir d'une page blanche en juin d'il y a 3 ans maintenant, c'est formidable parce que finalement, c'est l'occasion de se dire: «Est-ce que je retourne dans un salariat dans lequel je ne me reconnais pas forcément ou est-ce que j'ai la chance, je saisis la chance de créer quelque chose qui est propre à mes valeurs et aussi là où j'ai le plus de valeur ajoutée, comme disait Stéphanie. Donc, j'ai toujours adoré le conseil. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, qui me fait me lever le matin avec le plus grand sourire. Et en même temps, je suis une femme engagée. Donc, depuis toute petite, je m'intéresse beaucoup aux problématiques environnementales. Mes anciens dirigeants m'ont toujours donné la liberté de m'engager bénévolement dans des mandats pour différentes causes humaines. Et j'ai toujours trouvé ça génial parce que ça me donnait une liberté d'action dans ma manière de pratiquer mon métier. Et puis, voilà. Puis arrive le moment où on décide d'entreprendre. Vraiment. Et quand tu es au jour 1 tu as décidé d'entreprendre et tu entreprends, toi, quelles ont été tes premières impressions? Qu'est-ce que tu t'es dit? C'est exactement le même mot que Stéphanie. On a un sentiment de liberté à ce moment-là qui est merveilleux et à la fois vertigineux. C'est-à-dire qu'on sent tout le poids des responsabilités qui vont devoir se coller à nous pendant tous les jours de notre vie, pendant un certain nombre d'années. Je pense que c'est ça qui aussi nous met dans la réalité de l'entrepreneuriat très rapidement. Et puis, par ailleurs, cette chance incroyable de tout partir, enfin, de tout rebâtir d'une page blanche. Ouais. D'abord seule, et comme le disait Stéphanie, moi, dans un temps juste après, l'idée de se confronter aussi à la réalité du marché, parce que ça peut être aussi très important. On n'a pas qu'une bonne idée, il faut qu'elle soit validée par les autres et il faut qu'elle soit testée. Donc, Et d'ailleurs, donc toi, tu t'es lancée seule, c'est-à-dire Stéphanie, toi, tu avais tes associés, c'est aussi cette rencontre, si je comprends bien, qui a poussé à ta décision d'entreprendre. Toi, Delphine, c'est plutôt une démarche, tu étais seule. Et comment tu as décidé d'être accompagnée? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as d'abord travaillé ton modèle, ton sujet, ton produit, ou est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais quand même essayer de trouver autour de moi des professionnels? ouais, alors il y a 2 choses. Sur le volet administratif, statutaire, et cetera, je me suis très vite entourée parce que c'est pas mon métier et que même si, bien sûr, on est accompagné dans des sites de formation qui nous permettent, par exemple, de définir nos statuts, moi, j'ai un expert comptable de confiance qui m'a très rapidement, dans le cadre de la configuration que je souhaitais, m'a dit, voilà, on va partir sur tel statut. Donc là, j'ai plutôt gagné du temps en lui confiant cette mission et en avançant sur plutôt la connaissance de mon marché qui, pour moi, est le deuxième élément essentiel quand on se lance parce que je me projetais dans cette situation d'être à l'aise avec une offre qui n'existait pas et pour rendre vraiment service à une entreprise au point de contribuer à sa réussite. Donc, c'est ça qui m'a motivée au tout début. Donc, vraiment, ces deux axes principaux. Et puis, l'aspect entreprendre seul qui ne m'a pas du tout dérangée parce que j'ai aussi entendu des récits d'associations qui ne se passent pas forcément très bien. Donc, comme j'avais une idée assez précise et que je devais d'abord être dans ma bulle, quitte à l'ouvrir ensuite, j'ai plutôt apprécié ce moment où j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup challengée, j'ai beaucoup observé. Et voilà, à aucun moment, je me suis sentie la solitude de l'entrepreneur, oui, mais seule dans le projet, non, parce que comme le disait Stéphanie, j'ai ouvert très rapidement le dialogue quelques mois après. Ouais, c'était ton chemin, tu t'es lancé, tu savais où tu allais, tu t'es fait accompagner au départ pour des sujets que tu savais être importants. Et Stéphanie, toi, donc tu as eu beaucoup de rencontres avant de créer ton entreprise. Tu as eu des associés. Comment ça s'est organisé? Est-ce que c'est toi qui t'es dit, tiens, il faut aller vers des structures? Comment tu as choisi ce parcours? Ouais, nous, on a tout de suite été assez encadrés. En plus, on avait une structure, enfin une startup qui était un peu complexe. Donc, on était basé à l'ENTP, l'École nationale des travaux publics, je crois. Et du coup, on dépendait de l'incubateur, donc qui nous aidait vraiment en termes de structuration, mais aussi pour développer notre prototype. Donc, on a tout de suite été dans cette culture de l'accompagnement. Mais je l'ai gardé après tout au long de ma vie, là même plus récemment pour l'entreprise que j'ai reprise. J'ai continué à vouloir faire partie d'un réseau. Je suis lauréate du réseau Entreprendre aujourd'hui et c'est toujours une communauté qui
qui est hyper intéressante parce qu'on se nourrit et on échange tout le temps. Je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre et on a, je pense, tout le temps besoin d'un effet miroir. En fait, il faut bien choisir comment s'entourer. On peut s'entourer d'experts, effectivement, comme le disait Delphine, expertise comptable, avocat pour les sujets soit de très finance, soit de structuration, statut, pacte d'actionnaire. Mais au-delà de ça, je pense que toute sa vie, on a besoin d'avoir un miroir, quoi. Alors certains s'appuient sur leur conjoint. Moi, je ne le recommande pas forcément, mais après, chacun de voir. Je trouve que c'est bien de pouvoir regarder un peu les problèmes de boulot au boulot et de ne pas tout ramener à la maison. Et de toute façon, ce côté un peu sparring partner ou mentor, moi, c'est toujours quelque chose que je me suis forcée à avoir. Et d'ailleurs, c'est toujours ce que je conseille aussi aux entreprises que j'accompagne, c'est qu'il ne faut pas oublier que le dirigeant est seul. Même si on a des associés, on a quand même cette forme un peu de solitude, parce que généralement, quand on est même plusieurs dans une aventure, on se répartit un peu les rôles, donc on est quand même un peu seul avec sa responsabilité. Alors, c'est vrai que c'est plus simple d'en parler avec ses associés, mais parfois, quand on est en désaccord avec eux, c'est toujours bien d'avoir une tierce personne qu'on a nommée au début, éventuellement qu'on a même pu choisir collectivement si on est plusieurs associés, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer en cas de désaccord, si on a besoin d'essayer de faire redescendre la pression ou tout simplement d'avoir un regard complètement extérieur. Parce que quand on accumule la fatigue, le stress, on peut avoir tendance à avoir un peu les œillères qui se mettent et ne plus arriver à réfléchir de façon sereine. Donc ma grosse recommandation, c'est effectivement prendre des experts, éventuellement prendre un mentor ou un coach. Alors, ce rôle-là peut être évidemment joué par les structures d'accompagnement, donc le réseau Entreprendre en propose, les incubateurs aussi. Moi, j'ai été aidée par pas mal de structures. J'ai vu qu'il y avait le MoveJ, alors ça, c'était ma première entreprise quand j'étais justement plus jeune, qui a joué un super rôle aussi au début, qui nous a vraiment aidé en termes de communication, de visibilité. Et évidemment BPI, qui joue un rôle, alors peut-être moins de mentor, mais évidemment de soutien financier, mais aussi de guide en termes d'accompagnement. Dès qu'on a un sujet, il y a forcément un dispositif chez BPI qui correspond à un peu nos points de faiblesse, quoi. Et merci pour ton retour. Et Réseau Entreprendre, comment tu étais arrivée vers eux? Comment ça s'est passé? Tu les connaissais? Moi, je les connaissais. Enfin, je connaissais leur réputation depuis très longtemps. Moi, en plus, la société que j'ai reprise, on l'a remontée à côté d'Aix-en-Provence. Donc, Réseau Entreprendre, je connais moins à Paris, mais en tout cas, dans le sud et certainement en province, c'est quand même une belle communauté d'entrepreneurs. Donc, c'est toujours intéressant de faire partie de cette communauté parce qu'il y a des choses qui se passent localement avec lesquelles on a besoin d'infos. Je ne sais pas, par exemple, on cherche des bureaux, on cherche un contact chez une entreprise en particulier. Il y aura toujours quelqu'un au sein de ce réseau qui aura la réponse ou qui pourra aiguiller vers la bonne personne. Et d'ailleurs, tu peux peut-être nous en dire plus sur ProOrca, sur cette reprise qui a une histoire assez sympa. Oui, tout à fait. Alors du coup, alors là, pour une fois, ça a été un projet de reprise avec mon mari, donc ce qui était un peu une première. Mon mari, il a son métier, mais il est aussi batteur d'instruments de musique depuis plus de 30 ans. Et il joue avec cette même paire de baguettes depuis plus de 30 ans. Et quand on a su que l'entreprise se portait pas bien, donc pour lui, ça a été le choc parce qu'il s'est dit mais avec quoi je vais pouvoir jouer demain si elle disparaît. Et c'est surtout une marque qui a 40 ans d'existence, qui a équipé tous les batteurs de renom, de Téléphone, Manu Katché, etc. Donc il y a vraiment une histoire forte et surtout le seul fabricant français. Donc on s'est dit qu'on avait envie d'essayer de la sauver, de lui redonner un deuxième élan en apportant, moi, une brique que je maîtrisais oui et non. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir se réinventer dans la vie. Le digital et l'IA, ça, je connaissais bien. Par contre, la partie B2C et la partie e-commerce, que je ne connaissais absolument pas. Donc, je me suis formée. Et donc moi, je l'accompagne beaucoup je l'ai beaucoup accompagné sur la mise en place du site, sur la partie mise en place des bons process de communication et de marketing. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut connaître en fait ces zones de compétences et ces zones d'incompétence. Il y a des zones dans lesquelles on est capable de se former, on a envie de se former et on pourra devenir pertinent. Et quand on sent que ce n'est pas le cas, ce qui est par exemple après tout ce qui est pub sur Meta, etc., qui deviennent très techniques, donc ça, c'est des choses que j'ai déléguées. J'ai pris une freelance senior qui nous aide là-dessus, pour qu'en fait chacun arrive à rester dans sa zone de confort premier. Donc aujourd'hui, moi, c'est un ProOrca. C'est
peut-être un mi-temps pour mon mari et moi. On l'a toujours vu comme un projet à côté de ce qu'on avait, parce que c'est une structure qui est petite et on le sait, qui n'est pas un projet financier du tout, sinon on aurait racheté une autre boîte, mais qui est plus un engagement de cœur. Ouais, c'est intéressant, merci. Et Delphine, donc toi, quand tu t'es créée, tu nous as expliqué donc ton expert comptable de confiance. Ensuite, tu as déroulé le plan, si je puis dire, mais tu as quand même été accompagnée. Tu t'es présentée au concours des 101 femmes entrepreneurs. Tu as été lauréate. Est-ce que tu veux nous dire comment ce chemin s'est fait? Peut-être c'est lié à ton activité, nous en dire un peu plus sur Possible, ton entreprise aussi. Possible étant le nom d'entreprise de Delphine. Voilà. Ouais. Alors oui, moi je me suis faite accompagner, mais je suis un petit peu maso dans le sens où j'ai d'abord voulu me prouver à moi-même comment j'étais capable de me dégager un business toute seule. Pourquoi? Parce que ça me rassurait. C'est assez étonnant, mais comme je ne vis que sur mon salaire de toute façon, je ne dépends de personne d'autre, je n'avais pas le choix. C'est souvent quand on n'a pas le choix dans la vie qu'on fait aussi d'autres choix parallèles. Et bon, j'avais pas forcément peur de grand-chose à ce moment-là. Donc, c'était l'occasion pour moi une fois avoir travaillé justement l'offre, évidemment, de me dire, alors voilà comment je vois mon développement. Donc finalement, la sollicitation d'initiative, pour le coup, elle est apparue il y a un an environ, lorsque j'ai décidé de contracter un prêt d'honneur et un prêt bancaire pour financer mon besoin en fonds de roulement pour les années de développement à venir. D'ailleurs, je n'étais pas forcément pour les prêts, donc je le dis à tous ceux qui hésitent encore, il faut vraiment arrêter avec l'idée qu'un prêt, c'est la loose. Pas du tout, c'est ce qui nous permet d'enclencher l'étape suivante. Je ferme la parenthèse. Donc, sur la phase de développement, voilà, ça m'a prouvé que j'étais capable déjà de dégager un chiffre d'affaires. Ça me semble intéressant parce que j'allais dire, même quand on est sur un sujet d'innovation, ce que je souhaite à tout le monde, c'est de commencer dès le départ à constituer une trésorerie, parce que c'est ce qui vous donne les moyens. De toute façon, dans les premières années de son entreprise, on réinvestit beaucoup d'argent sur elle et pour elle, et c'est ce qui vous donne les moyens. Dans l'innovation, c'est beaucoup moins simple parce que quand on doit déposer un brevet, on sait qu'on n'aura pas de revenus tout de suite, mais essayez d'avoir toujours un revenu, surtout si vous êtes seul ou seul à l'assumer, parce que il faut qu'on vive. On ne dit pas d'amour et d'eau fraîche, et je crois que plus on se le rappelle en entrepreneuriat, mieux c'est, parce qu'on doit aussi assumer notre rôle de contributeur, par exemple, au niveau des taxes notamment. Donc voilà comment ça s'est déroulé au niveau de l'accompagnement. Merci. Et alors, on a des questions, une notamment de Sophie. Avez-vous constaté un écart entre l'étude de marché réalisée en amont et la réalité de la clientèle réellement accessible une fois lancée? Stéphanie, je ne sais pas si ProOrca, vous aviez… Ouais. Ouais, ça me fait rire parce que oui, bien sûr, et tout le temps, en fait. Le business plan, on a toujours un peu envie de se convaincre que les choses vont être belles et bien se passer. Il faut évidemment avoir un business plan en tête parce que ça permet quand même de se cadrer et au moins de savoir quel est son point mort. Parce qu'en fait, le pire des risques, c'est quand on n'arrive plus à subvenir à ses propres besoins. Donc, le vrai point mort, en fait, le vrai point dur, c'est de savoir absolument combien on doit verser, combien on peut dépenser, combien on doit gagner pour que la boîte soit juste à peu près viable. Ça, c'est vraiment le chiffre qu'on doit toujours avoir en tête. Et en fonction de ça, on va arbitrer en permanence, quoi. Donc, on peut commencer à avoir un business plan évidemment plus ambitieux, puis se rendre compte que la réalité terrain est beaucoup plus complexe, ce qui est souvent le cas. En fait, l'entrepreneuriat, c'est ça qu'on apprend, mais en même temps, c'est ça qu'on aime dans l'entrepreneuriat, c'est le challenge et c'est le fait qu'il n'y a pas une chose qui se déroule comme on l'avait anticipé. Alors, heureusement, de temps en temps, il y a quand même aussi les bonnes surprises, mais il faut évidemment s'attendre à ce que le business plan ne se fasse pas. C'est pour ça que c'est bien d'avoir toujours plusieurs versions de business plan, au moins deux, je dirais, une à peu près basique et une autre qui est complètement crash test et en se disant, bon, ça c'est dans le pire des cas, voilà ce qu'il faut que je signe, voilà ce qu'il faut que je rentre, ce qui permet de prendre aussi les bonnes décisions, parce que si au bout d'un moment on voit que le projet n'est absolument pas viable, à un moment on est malheureusement obligé de s'arrêter. Mais oui, bien sûr, moi j'ai eu quelques bonnes surprises aussi quand j'avais monté une société dans l'IA. Là, pour le coup, ça a explosé beaucoup plus vite que ce que je pensais, mais dans mes deux autres structures, ça a plutôt toujours été le contraire, de me dire, bon, mes hypothèses n'étaient pas les bonnes. donc, on revoit en permanence, on ajuste et on enlève des charges en fonction et on essaie de voir comment durer, surtout dans le temps. Et merci Delphine. Toi, tu avais réalisé une étude de marché aussi?
Oui, 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 tout à fait. Études de marché et puis beaucoup de dialogue aussi avec les dirigeants, clairement. Ouais, C'était mon ouais. grand plaisir en phase 2, on va dire, parce que c'est là où on confronte son offre dans les relations publiques et où on clarifie notre discours aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Après, justement, donc Stéphanie, tu disais que le business plan, c'est jamais, enfin, c'est un plan idéal, comme son nom l'indique. Et j'étais encore il y a quelques jours avec une autre structure d'accompagnement. On travaille pour les femmes entrepreneurs dans notre région. On adore les aider. Et donc, entre le business plan et le bilan comptable que notre expert comptable nous livre à la fin de l'année, il y a une chose qui s'appelle le pilotage. Et ça, le pilotage, c'est à nous, entrepreneurs, de le gérer. Ce pilotage, il nécessite effectivement une agilité parce que finalement, il y avait une réglementation, mais que finalement, elle a changé entre-temps. Donc, ça influe sur notre marché. Qu'on se rend compte qu'il y a une étude qui est sortie et qui complète notre vision du marché. Donc, du coup, on va réorienter un peu notre offre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai adoré faire. On existe depuis, on entame la 4e année. Et j'ai rechallengé mon modèle d'affaires l'année dernière au mois de juin en me disant il y a 83% des dirigeants qui souhaitent s'engager dans RSE mais qui ne savent pas comment. Et moi, pendant 3 ans, j'ai principalement fait du one-shot en posant des stratégies sur la table, en satisfaisant des dirigeants et des collaborateurs qui disaient c'est génial, mais la réalité, c'est que le lendemain, on retourne au bureau et qu'on n'a pas de temps, on n'a pas de bande passante pour ça. Donc finalement, ces problématiques de temps, d'organisation et de budget, on les a formalisées dans une nouvelle offre qui est en train d'être lancée et qui, pour moi, répond plus sur la partie budgétaire et organisationnelle aux réalités des dirigeants de PME ETI que ce qu'on avait imaginé au départ, parce que c'est pas notre solution. Elle n'est pas magique, elle doit être le plus magique possible, en tout cas, parce que c'est ça qu'on veut pour la réussite des entreprises clientes. Oui, c'est la question qu'on a. Quelles sont vos méthodes et étapes concrètes pour challenger votre idée face à la réalité du marché? Tu dirais que ta réaction, tu l'as structurée ou tu t'es adapté Alors, c'est à un ce que tu double avais en film. face de toi? Ouais. Oui, c'est un double feeling. Cette réaction que j'ai voulu avoir, d'ailleurs, c'était au moment de l'obtention du concours 101 femmes entrepreneurs, parce que ça nous a reboosté, ça nous a mis dans une autre dimension aussi. Et en fait, je me suis dit, bon, ça fait 3 ans que moi-même, je dirige une structure, donc je sais ce que c'est et je connais toutes les réalités et responsabilités que ça induit. On connaît le contexte actuel qui est quand même en tension partout. Donc, c'est d'abord une observation, de me dire, moi, si je fais du conseil, c'est pas juste pour facturer une mission de 5 jours à la fin du mois et de m'en satisfaire. Moi, je veux vraiment contribuer à la performance des entreprises. Donc, j'ai élaboré une offre avec une méthode spécifique qui fait qu'on arrive à un prix tout à fait abordable. Je vous passe les détails, mais n'hésitez pas à aller voir notre offre double sens. Et donc, elle est avec une phase de validation ensuite, parce qu'elle a été testée par des cibles extérieures qui sont bénéficiaires potentiellement. Donc, c'est des organismes bancaires, des experts comptables, des DAF, des directions RSE ou encore des directions générales. Et donc, j'ai vraiment challengé pour qu'on me dise ça, c'est OK, ça, c'est pas OK. Fort heureusement, dans la plupart des cas, c'était OK, mais il y avait des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et donc, c'est une offre qui est finalement co-conçue pour répondre vraiment aux besoins. Donc, c'est en ça que je suis fière, c'est que ce n'est pas l'idée qu'on imagine toujours être géniale, mais qui finalement ne trouve pas son marché. Et l'objectif étant de trouver son marché, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'efforts à y mettre pour ensuite développer cette offre, eh bien, autant confirmer un maximum de facteurs dans l'idée qu'on s'en fait au départ. Ouais, tu es très focus client, bon, ce qui semble être une bonne idée dans l'absolu. Stéphanie, toi, dans tes différentes expériences, tes pivots, qu'ils soient grands ou petits, est-ce que tu en as eu et comment tu les as opérés? Ouais, des pivots, j'en ai forcément eu. Justement, j'avais monté une société de conseil en IA. Avant d'arriver à ça, j'étais plutôt orientée sur du conseil en santé, enfin rien à voir. Et justement, moi, je me suis un peu confrontée au terrain. Moi, j'aime bien passer des coups de fil. J'aime bien la vente, en fait, à côté de la finance. Donc, j'essaie toujours de tester en amont. Alors, pas forcément sous l'angle vente pure et dure, mais je passe quelques coups de fil à des amis ou même à des gens que je ne connais pas, mais en leur disant j'ai rien à vous vendre, mais moi, j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Je suis en train de plancher sur ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'essaie de me nourrir un peu des verbatims, de ce qui ressort, de leurs irritants, de ce sur quoi ils n'ont absolument pas besoin, ni de conseils, ni de produits. Et comme ça, j'essaie de me faire déjà une idée en fait, du terrain avant de me lancer bille en tête, quoi. Donc, Okay. c'est pour ça que voilà, ce conseil que je voulais lancer dans la santé, à un moment, je me suis dit, en fait, voilà, j'ai pas les réseaux pour, j'ai pas le bon vocabulaire, c'est trop compliqué. Et donc, du coup, j'ai complètement pivoté, alors vraiment très en amont, donc ça n'a pas été très coûteux pour moi à ce moment-là, mais sur des sujets plus IA, beaucoup plus généralistes, on va dire.
Ça m'est aussi beaucoup arrivé dans ma première structure que j'avais montée là, dans la lumière naturelle, où en fait, on avait un double problème, un marché qui était très compliqué à adresser et en plus notre solution technique était complexe. Donc on avait forcément à pivoter parce que parfois la R&D nous bloquait et la technique nous bloquait. Donc il fallait qu'on change un peu nos fonctionnalités et qu'on adapte le marketing en fonction. Et puis par moments, c'est le retour marché qui avait des vraies contraintes en termes de prix notamment, où il fallait du coup qu'on adapte notre solution aux attentes marché ou aux contraintes marché, quoi. Donc plus on est sur de l'innovation et de la R&D, plus effectivement ces aspects pivots vont être au cœur du système, quoi. Plus on est sur des business traditionnels, moins on va y être confronté nécessairement parce que le marché est déjà là et qu'a priori, on a encore de la place à prendre sur un marché. Mais donc ça, c'est ce qu'il faut vraiment mesurer. Plus on va aller vers des choses qui n'existent pas, où il n'y a pas de marché, où il n'y a pas de référentiel, plus on a tendance à se dire, bah, génial, je n'ai pas de concurrent, donc top, je vais être seul au monde, ça va être beaucoup plus simple. Et à contrario, c'est qu'il n'y a peut-être pas de marché et donc il va peut-être falloir s'adapter X fois, quoi. Donc moi, je fais justement, en ce moment, j'accompagne beaucoup de dirigeants, alors de boîtes plus ou moins matures, soit complètement au début, mais même des boîtes beaucoup plus grosses qui font une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, où on se dit, même à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est bien, la boîte, elle est stable, pas du tout, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue hyper vite, on le voit, il y a une concurrence dingue sur de la Chine, de pas mal de pays, les coûts de matières premières qui changent tous les jours, l'IA qui s'invite à peu près dans tous les process et qui disrupte pas mal de choses. Donc, en fait, n'importe quelle entreprise aujourd'hui, quelle que soit sa taille, doit en permanence se réinventer, être sur le qui-vive, quoi. Voilà, donc tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui voudraient se lancer en disant non, moi, je veux ralentir le rythme, je veux être beaucoup plus cool dans ce que je fais. Alors là, ça, c'est pas pour vous. Par contre, si vous aimez le challenge, vous réinventer, être hyper créa tous les matins en disant voilà, est-ce que je fais bien ce que je fais, est-ce qu'il y a une meilleure façon de le faire, bah là, ça, c'est pour vous et c'est là où vous allez gagner, quoi. Ouais, merci. Ça, c'est intéressant, le mythe de je vais me gérer comme je veux. Oui, peut-être. Alors, il y a pas mal de questions sur les réseaux, notamment Sonia qui nous demande s'il y a des réseaux de femmes entrepreneurs ou de business angels spécialisés dans l'accompagnement et le financement des femmes entrepreneurs. Oui, alors on va aller plus loin. Je vous réponds. Il y a donc sur monpasscrea.fr, vous avez tous les réseaux et vous pourrez être orienté parce que en fonction aussi de votre territoire et de votre projet, mais vous avez les premières femmes des territoires, Actionnelles et Force Femmes, qui sont des réseaux spécialisés dans l'accompagnement des femmes. Et France Angel est partenaire et vous avez Woman Business Angel, Femme Business Angel, c'est peut-être en français, qui est spécialisée dans le financement des femmes entrepreneurs. Vous avez toute la liste sur Mon Pass Créa et on a d'autres questions que je vais prendre, notamment une sur l'accompagnement que je vais retrouver, qui avait été pas mal poussée. Alors, quel réseau d'entrepreneurs recommanderiez-vous pour aider à affiner son offre, choisir le statut? Alors, je vais vous laisser répondre, Delphine et Stéphanie, sur ce que vos réseaux vous ont accompagné. Côté offre, statut, bon, c'est assez général la question d'Audrey, mais sur monpasscrea.fr, je me répète parce que c'est vraiment une porte d'entrée qui est pensée pour ça, c'est-à-dire que Stéphanie et Delphine, elles vont pouvoir vous répondre, mais en fonction de ce qu'elles ont vécu au moment où elles l'ont vécu. Mais il y a beaucoup de réseaux et qui peuvent d'ailleurs fonctionner en même temps ou les uns après les autres. Et n'hésitez pas à faire votre passe créa et vous verrez, vous aurez vraiment le réseau qu'il vous faut. Et même pour certains réseaux, vous pourrez prendre rendez-vous directement avec eux sur mon passe créa. Ouais, Delphine. Il y a quelque chose de très important en fait qu'il faut se rappeler. On a des milliers de questions quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Alors au départ, on n'en a pas du tout parce qu'on pense juste qu'on va monter sa boîte. En phase 2, on a plein de questions qui nous viennent. Et comme le disait très justement Stéphanie tout à l'heure, il faut très rapidement jauger ce qui est de ressort de notre compétence, ce qui peut le devenir parce que ça reste accessible. Pourquoi? Parce que la problématique de temps, elle va très vite s'imposer à vous. En fait, moi, si j'avais tout mon temps, je passerais des semaines entières en formation pour savoir comment je vais faire ci ou ça. La réalité, c'est que soit on arrive à assumer une partie de la problématique, soit il y a des professionnels qui maîtrisent des cadres juridiques, réglementaires, comptables, communicationnels. Voilà. Et donc, peut-être que c'est des investissements que vous allez faire au départ qui vont pas être anodins, mais qui vont vous gagner du temps
temps. Et le temps, c'est ce qui va être consacré à votre business et à votre futur développement. Plutôt, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vu les choses. Je travaillais aussi beaucoup le week-end. Mais en tout cas, c'est des cadeaux que vous vous faites de confier finalement cette responsabilité à d'autres. Par rapport au réseau d'accompagnement, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne l'ai pas sollicité immédiatement. Donc, en fait, par exemple, le choix du statut, ça a été un déjeuner avec mon expert comptable. Voilà, qui, selon les problématiques que j'allais avoir et ma phase de, enfin, mes ambitions de déploiement, il m'a dit c'est dans ce statut-là qu'il faut que tu partes, tout simplement. Donc, ça n'empêche pas après de se documenter sur voilà, tel et tel statut, ce que ça apporte et tous les critères, mais n'empêche que moi, d'emblée, j'ai gagné du temps à ce niveau-là. Je te laisse t'exprimer, Stéphanie, du coup, sur cette partie-là. Ouais, moi, je dirais pour tout ce qui est aspect statutaire, enfin là, il faut passer par un expert, donc c'est un avocat, voilà. Et après, effectivement, il faut avoir aussi un expert comptable, parce que tout ce qui est chiffres et création de bilan qui sont complètement obligatoires. Donc là, vraiment prendre des experts et pas s'appuyer. Enfin, normalement, les structures ne vont pas tout vous apporter non plus, hein. Dans les structures, vous allez trouver de l'écoute, des conseils, mais après, dès que vous cherchez les conseils hyper pointus, il faut trouver des experts et ne pas compter que sur ces structures-là. Et effectivement, à un moment, ça coûte de l'argent, ça c'est sûr, mais ça vaut le coup de l'investir parce que plus on a des bases qui sont saines, mieux l'entreprise se portera demain. Pour la phase d'accompagnement et de création, moi j'aime bien les structures. Alors il y a des structures généralistes qui sont très bien, qui peuvent vous aider dans un premier temps, mais au plus vous pouvez vous rapprocher de vos secteurs d'activité. Je trouve au plus ça peut être riche parce que vous allez avoir des conseils encore plus pertinents, puis surtout vous allez faire partie d'une communauté. Vous allez rencontrer des entreprises qui sont dans le même domaine que vous et avec lesquelles vous allez pouvoir peut-être avoir des relations commerciales, vous passer, ouvrir vos réseaux, parce que le vrai sujet de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est souvent, après, c'est le commerce, hein, c'est là où tout le monde bute. On est dans un pays où la culture commerciale, d'ailleurs, il y avait une question tout à l'heure. Oui, je pense que c'est indispensable de se former au commerce parce que c'est effectivement le premier sujet. Je connais très peu d'entreprises, à part AWS, ChatGPT, où il n'y a effectivement pas besoin de commerciaux pour vous appeler pour que vous signiez, mais c'est sur des marchés très spécifiques. Le reste, il faut être capable de sortir de chez soi, rencontrer des gens, prendre son téléphone, appeler, faire aussi du marketing digital, mais le commerce est absolument indispensable. Et ça, plus vous allez être dans une meute et dans un écosystème qui est dans votre domaine, où vous allez pouvoir rencontrer un autre start-upper qui va vous dire « Ah tiens, mais moi j'ai rencontré telle boîte dans le BTP, parce que vous dans le BTP par exemple, tiens, j'ai déjeuné avec quelqu'un de Vinci la semaine dernière, attends, si ça t'intéresse, je peux peut-être te mettre en relation. » Et ça, c'est hyper riche et c'est ça qui va aussi vous aider au-delà du simple accompagnement de est-ce que mon idée est bonne, est-ce que mon business plan est le bon, quoi. C'est après comment est-ce que je vais rentrer dans le dur, comment est-ce que je vais rapidement commercialement faire ma place. Et ça, si vous ne savez pas faire, moi, c'est la première chose que je recommande. Pareil, c'est ce que je fais avec les entreprises que j'accompagne. Je les aide à structurer le commerce. Et même ceux qui n'aiment pas le commerce, je les aide à aimer le commercial et en leur expliquant que non, ce n'est pas un stagiaire en école de commerce qui va faire le job à votre place. C'est vous, dirigeant au début, surtout si vous êtes seul, qui allez être le meilleur ambassadeur et le meilleur vendeur de votre entreprise. Donc, c'est absolument indispensable que vous nourrissiez de ça. Il y a quelque chose que je voudrais aussi compléter, c'est que vous avez des structures d'accompagnement. Il faut bien délimiter leur rôle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout attendre d'une structure d'accompagnement ou d'un réseau professionnel que vous allez rejoindre. Pourquoi ? Parce que le business, c'est vous qui allez l'apporter. En fait, en tout état de cause, le réseau d'accompagnement, il va vous donner des idées et le réseau business aussi. Mais en aucun cas, moi, je sais que j'ai été confrontée parfois à des comportements comme ça où il y avait trop d'attentes, pas personnellement, mais c'est vous qui lidez votre projet tous les jours. Comme on disait, on se lève tous les matins avec des objectifs, en fait. Et donc, prenez tout ce que vous pouvez prendre en termes d'informations, etc., mais n'attendez pas des réseaux qui vous trouvent le business à votre place. Donc ça, c'était la première chose. Et puis sur la partie statut, il y a quelque chose aussi qui revient souvent, notamment dans l'entrepreneuriat féminin, c'est que bizarrement, les femmes qui veulent créer une boîte, elles créent une auto-entreprise au départ. Pourquoi finalement créer une auto-entreprise quand on peut créer une SARL ou voilà. Et donc, il y a une vraie question qui se pose sur le statut parce que souvent, bon, si ça peut vous rassurer, vous testez votre marché pendant 1 ou 2 ans comme ça, mais des hommes se posent un peu moins la question en tout cas. Donc, pourquoi on partirait sur un statut initial
qui ne soit pas aussi ambitieux que votre projet. Ça, c'était important de le rappeler. Et donc, en général, sur les réseaux pour les femmes, il y en a beaucoup, salariés ou entrepreneurs. Je vois qu'on avait posé la question de savoir si on était exclu de fait, si on n'était pas dirigeante. Il y a des réseaux comme ceux que Marie vient de citer ou d'autres, où on ouvre beaucoup aux femmes, et pas que, parce qu'il y a aussi des hommes ici qui souhaitent entreprendre. Donc bravo à tous, mais en tout cas, il y a aussi des réalités, c'est que les femmes, on n'est pas sur les mêmes codes aujourd'hui, on s'inspire d'un leadership, non pas à l'ancienne, mais avec qui nécessite aujourd'hui des codes nouveaux, et on a le droit d'être une femme dirigeante qui assume l'ambition de son projet. Donc pour ça, vive les structures d'accompagnement aussi qui complètent votre squelette et votre structure initiale de cap, on va dire. Et qui assument leur rémunération. C'est aussi un retour qu'on a souvent, c'est dans les BP, dans les business plans, il y a une rémunération qui n'est pas à la hauteur du projet et des résultats escomptés pour l'entreprise, et ça fait partie vraiment des points à travailler. Et d'ailleurs, je vois pas mal de questions sur le financement. Donc, vous avez sur le Passcrea, sur mon passcrea.fr, les réseaux qui vous sont poussés sont des réseaux, certains d'entre eux sont financeurs, ce que vous disiez, Stéphanie Delphine, il y a Initiative Réseau Entreprendre qui accorde des prêts d'honneur, il y en a d'autres réseaux. En fonction de votre situation personnelle, je vois Rachel, votre question, vous êtes étudiante fauchée, pardon, je reprends vos termes. Voilà, pour tous les créateurs d'entreprises, tous les repreneurs, il y a une réponse, il y a une solution. Donc, ne vous excluez pas, puisque vous ne le serez pas par les dispositifs. Ce sont des associations. Les dispositifs d'accompagnement sont gratuits pour la plupart d'entre eux, et il y en a qui sont payants, la plupart sont gratuits. Mais allez faire un tour là-dessus. En tout cas, ne vous dites pas que ce n'est pas pour vous, parce que vous serez surpris et vous avez tout à y gagner. Oui, je me permets, Marie, sur la dernière question qui vient d'être posée. Excusez-moi, j'ai oublié le prénom de la personne qui a posé. En tout cas, on peut être une étudiante fauchée et y arriver. Et au-delà de contracter des prêts, par exemple, pour financer son projet, moi, je suis très réaliste sur les statuts de ce type-là. C'est que la réalité économique fait qu'on doit manger au quotidien. N'hésitez pas, enfin vraiment, c'est pas la honte d'avoir un job à côté pour avoir une rémunération. Quand on est entrepreneur, on est passionné et donc on travaille parfois tard le soir. Moi, j'ai aussi monté des assos avant de monter une entreprise et c'était pas très grave pour moi de travailler plus tard le soir. Mais tout ça pour dire que ça peut assurer la pérennité quand même du projet. Ça vous essoufflera moins vite que de vous mettre la pression de la rémunération qui est parfois pas immédiate, même si je vous souhaite qu'elle soit très rapide. Et du coup, dans l'idée de la rémunération, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, est-ce que je me sors un salaire tout de suite? Et moi, à l'inverse, je me dis que plus on s'impose de le faire, plus on s'impose de générer du chiffre d'affaires. C'est tout bête et c'est pas évident. Il faut de la force physique et mentale, et puis ça dépend aussi du contexte, de la maturité de son marché. Stéphanie, tu pourras compléter aussi. Mais en tout cas, voilà, quand on n'a pas le choix et qu'on n'a que ça pour vivre, ça ne veut pas dire qu'il faut s'imposer tout de suite le salaire de ses rêves, clairement. Mais en tout cas, quelque chose de raisonnable et d'atteignable par rapport à ce qu'on est capable de produire chaque mois en chiffre d'affaires, ça peut être une solution aussi finalement pour sortir de sa zone de confort. Et sur les dispositifs d'accompagnement gratuits, je vois que ça vous a fait réagir. La plupart, quasiment tous le sont. J'ai envie de dire tous sur ceux de mon Passcrea, mais je me tempère. Mais on ne sera pas loin de 100% des dispositifs d'accompagnement qui sont gratuits. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment aussi l'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire comprendre que se lancer bien accompagné, c'est votre meilleur allié, c'est votre meilleur atout, et dans toutes les villes de France, de Navarre, vous avez des réseaux qui sont là pour vous, avec des bénévoles, avec des équipes, des entrepreneurs, des mentors. Voilà, il y a énormément de monde qui est là pour vous accompagner à créer votre entreprise, vous aider à vous disperser. Je fais un peu un micmac de tout ce qu'on voit, à ne pas vous disperser, pardon, à ne pas vous disperser, à réfléchir, que votre idée devienne un projet et faire d'ailleurs de votre idée une entreprise. C'est l'objectif de ces réseaux. Alors ensuite, peut-être qu'on peut aller sur une partie un peu plus perso, être entrepreneur. Donc, on le voit, ce sont 1000 phases qui s'enchaînent les unes après les autres. Et est-ce que ça vous a transformé? Est-ce que ça vous a changé? Qu'est-ce que ça a le plus sur quoi ça a eu le plus d'impact dans votre tempérament ou votre façon de vivre, de considérer la place du pro dans votre vie?
Ouais, Comme disait Stéphane, vas-y. Je reprends ton propos pour introduire le mien, c'est que entreprendre, c'est se remettre en question tous les jours. Donc, quand on a cet état d'esprit-là, en fait, ça nous apprend tous les jours. Donc, en cela, moi, ça m'a appris beaucoup et ça continue de m'apprendre sur moi-même. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de confiance en soi, de syndrome de l'imposture, quand on veut entreprendre un projet. Si je peux me permettre de vous donner peut-être le meilleur conseil, en tout cas en ce qui me concerne de la matinée, c'est éviter de perdre trop de temps avec le manque de confiance en vous. Voilà, si vous avez un projet qui tient la route, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas, surtout si vous y croyez. Souvent, on se base sur l'éducation ou l'histoire personnelle qu'on a pu avoir depuis qu'on est enfant sans même s'en rendre compte. Et en tout cas, au final, moi, ce que je peux dire au bout de la 4e année, c'est que je me suis posée, alors j'ai évité de me poser trop de questions inutiles, mais je m'en suis posée quand même. Et en tout cas, au final, ça ne veut pas dire qu'on crée une trajectoire parfaite parce que celle-ci, elle n'existe pas, mais ça veut dire que pour autant, il ne faut pas se mettre des freins, il n'y en a pas non plus. Donc voilà, moi, ce que ce parcours entrepreneurial m'a appris, sachant que j'avais une étape aussi pas facile du tout personnelle juste avant, que je suis maman de 2 petits garçons qui aujourd'hui sont ravis de voir une maman qui a monté sa boîte. Et donc, 2e message de la matinée, c'est possible de monter une entreprise, voir des associations, d'être maman et puis d'avoir des enfants qui soient heureux et d'être épanouis, tout simplement. On se pose beaucoup la question en tant que femme, je suis épouse, je suis mère, est-ce que j'en plus, je vais y arriver? Je peux vous dire que la charge mentale, elle est énorme, mais on trouve des solutions. Moi, je refais beaucoup de sport depuis le début d'année. Voilà, il faut savoir équilibrer, en fait, il faut savoir prendre du temps pour soi, et puis il faut se rappeler aussi de notre valeur. Stéphanie l'a évoqué tout à l'heure, parce que notre valeur, c'est ce qui va fixer aussi finalement aussi notre rémunération et puis la qualité de notre travail. Donc voilà un petit peu les 3 axes de ce que ça m'a appris alors qu'on est encore dans une phase on sort de la création et on va sur du développement, donc c'est encore assez récent. Merci Delphine. Stéphanie, peut-être? Oui, tout à fait. Alors, je suis complètement d'accord avec tout ce que Delphine a dit pour essayer de donner d'autres axes. Moi, ça m'a obligée à me focus. Moi, je suis toujours de nature un peu hyper curieuse à accumuler pas mal de responsabilités, pas mal de sujets qui m'intéressent. Donc, même si je te rejoins, Delphine, tout à l'heure, quand tu disais il ne faut pas hésiter à prendre un job à côté pour… Alors oui, évidemment, bien sûr qu'il ne faut pas se mettre en danger personnellement et bien sûr qu'il faut vivre à la fin du mois. Donc, si c'est ultra nécessaire, bien sûr qu'il faut avoir un job. Mais il faut aussi être conscient d'une chose. Monter une boîte, ça demande énormément d'énergie, énormément d'efforts. Et en fait, si à un moment, on ne se focus pas sur un seul projet pour le pousser, on risque d'avoir une sorte de dilution. Pas sur un temps plein non plus, j'étais plus sur un… Non, mais j'entends complètement ton propos, mais c'est plus, voilà, même pour partager ce que moi j'ai fait. Moi, plusieurs moments, j'ai essayé de lancer plusieurs choses en parallèle. En fait, ça ne fonctionne pas, quoi. C'était peut-être aussi parce qu'il n'y avait aucun de tous ces projets auxquels je croyais vraiment ou j'ai peut-être par peur de l'échec, je me suis dit, je vais en lancer plusieurs en même temps, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Pendant un moment, il faut vraiment se focaliser et être vraiment… voilà, donc j'ai appris ça. C'est ce que j'ai fait sur une de mes structures, d'ailleurs celle qui a bien marché là dans l'IA, où pendant 4 ans, je n'ai fait que ça. J'étais hyper focus, voilà, énormément travaillé, mais j'avais pas d'autres distractions. Deuxième enseignement, c'est le courage managérial. J'avais déjà évidemment managé dans des grosses structures avant, j'avais géré plus d'une centaine de personnes, mais c'est pas la même chose quand on est une couche intermédiaire, une sorte de middle management où en fait on a la pression d'en haut, la pression d'en bas et on essaie un peu de naviguer comme on veut. Et au final, on se dit que bon, si la personne nous saoule, de toute façon, elle continue à gagner son salaire. Finalement, ça ne m'impactait pas moi personnellement dans les grosses structures. Quand c'est votre boîte et que vous voyez qu'il y a des vraies inefficiences, qu'il y a des vraies choses qui ne vont pas avec vos salariés, vous êtes obligé de vous… moi, je me suis vraiment complètement reformée à ça. Je me suis formée au coaching justement pour avoir d'autres techniques managériales pour justement pouvoir recadrer un peu plus rapidement parce que là, on sait très bien que la trésorerie est hyper fragile dans les petites structures et qu'on ne peut pas se permettre que ça dérape avec des employés qui ne sont pas hands-on, qui ne sont pas… voilà. Focus eux aussi sur le sujet. Et le 3e point, je dirais, ça m'a appris à gérer l'incertitude. Avant, je pense que comme beaucoup, j'étais dans mon confort et au final, oui, tout se passait pas toujours comme je l'avais envisagé. Mon chef qui me donnait des urgences à la dernière minute, mais au final, c'était des petits changements. Dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment
tout le temps naviguer en eau trouble et j'ai appris à gérer ça. Maintenant, les mauvaises nouvelles, elles glissent un peu sur moi parce que j'en ai tellement eu. Ça a tellement été compliqué par moments que je me dis, en fait, ça fait partie du job et ça, il faut l'intégrer. Et justement, c'est ça aussi qui, je pense, permet de garder de l'énergie, de dire, bah, voilà, je savais que tout ne se passerait pas comme je l'avais envisagé, bah, c'est pas grave, je prends cette mauvaise nouvelle, je vais voir comment la contourner, comment la gérer. Et c'est comme ça qu'avance un dirigeant, je pense, sur la durée. Merci. Et il y a une question. Ouais, pardon, vas-y Delphine. De bien se dire que de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est jamais être parfait, parce que là, vous en êtes à la phase peut-être de réflexion. Vous allez voir que tous les jours, il y a des milliers de questions qui se posent à vous. Vous n'imaginez pas quand vous voyez un entrepreneur de l'extérieur, vous dites c'est génial, il réussit. Et c'est comme quand on voit Léon Marchand qui fait son aller-retour. Voilà, on voit pas tous les efforts qu'il y a derrière. Donc ça, c'est la première chose. Et j'allais dire, le meilleur conseil que je peux aussi vous donner ce matin, c'est finalement quand vous avez une peur, demandez-vous pourquoi vous avez peur. Ça vous permettra de faire un choix dans tous les cas. Si vous avez peur de ne pas atteindre votre marché, bah, soit c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas, soit c'est parce que vous n'êtes pas posé les bonnes questions, par exemple. Mais moi, en tout cas, quand j'ai eu peur de quelque chose, que ce soit dans la vie personnelle et que j'ai dû faire des choix, ou dans la vie professionnelle, je me demande de quoi j'ai peur, et comme ça, je me mets face à ma peur, et ça me permet d'avoir des réponses et de trouver des solutions, du coup. Ça permet aussi de dégager de l'énergie, parce que, comme disait Stéphanie à l'instant, l'énergie, vous allez en avoir beaucoup besoin. Ouais, et il y a une question qui est posée en tant que femme, avez-vous rencontré plus de difficultés? Est-ce qu'on vous a moins considéré? Elle est posée en l'état par Audrey, la question. Ça vous fait réagir? Alors, c'était pas peut-être, moi j'ai toujours refusé de regarder que le fait d'être une femme était un inconvénient, parce que sinon on n'avance pas. Moi j'essaie plutôt de voir le positif. Je pense qu'il y a quand même énormément de soutien aujourd'hui pour les femmes, donc il y a quand même aussi un vrai levier. Il y a justement des dispositifs spécifiques aux femmes, ce qui est déjà bien, ça montre un certain type de fléchage. Il y a ensuite des incubateurs spécifiques pour les femmes. Il y a des fonds qui commencent à soutenir aussi les femmes plus que les hommes. Donc, je pense qu'il faut surfer sur cette vague-là. Il n'y a pas de raison. Après, je pense que les femmes se mettent plus de limites aussi psychologiquement que les hommes. Et ça, voilà, on a un peu été certainement élevés comme ça, et certainement un point culturel, mais à nous aussi de casser ça en disant, non, voilà, moi aussi, j'ai le droit de prendre des risques. Moi aussi, je peux consacrer du temps à mon boulot versus celui de la famille. Enfin, moi aussi, j'ai le droit à chercher ma forme d'équilibre qui est peut-être pas celle qu'on m'a inculquée. Donc, au contraire, moi, je pense que c'est le bon moment aussi pour entreprendre pour les femmes, parce qu'il y a du soutien dans ce cas-là. Après, moi, je prends un exemple qui m'est propre, mais sur tout ce qui est, voilà, je suis dans pas mal de conseils d'administration. Plusieurs fois, on m'a dit... Enfin, des hommes m'ont dit ça. Ils m'ont dit ah, mais moi, je le vivrais mal parce que tu as certainement été choisie parce que tu étais une femme. Alors, oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu des boards où ils voulaient des femmes, c'est sûr, parce qu'ils voulaient plus de mixité, plus de parité. Et ils me disent ouais, mais ça, moi, franchement, j'aurais mal vécu. Je dis alors, moi, je le vis très bien, tu vois, parce que je pense qu'il y a déjà suffisamment de sujets sur lesquels, effectivement, on n'est peut-être pas privilégié. Donc, quand on a un coup de pouce, bah, voilà, je le prends. Et c'est comme ça. Et j'étais en compétition avec d'autres femmes qui avaient des CV qui étaient top aussi. Donc, je ne me sens pas non plus complètement nantie et méga privilégiée sur le coup. Par rapport surtout à ça, moi, qu'auparavant, il y avait des hommes par habitude. Oui, alors en 2 mots, moi c'est pareil, j'ai aucun a priori, je porte avant tout un projet et sa performance, donc peu importe si je suis un homme ou une femme. Pour autant, moi je pense que le risque, là où il en est un, parce qu'il existe, c'est quand on est face à des comportements complètement misogynes, que ce soit, alors pas dans mon cas, mais j'ai entendu parler de ça dans les demandes de financement, notamment des startups, ou l'approche, pour le coup, masculiniste, mais pourquoi c'est pas ton mari qui finance, ou des choses comme ça, c'est redondant, ça existe. Et puis moi, pour le coup, j'ai vécu une expérience malheureuse lors d'une demande de mentorat où on m'a posé des questions complètement lunaires, alors que ce n'était pas le but. Je n'ai pas demandé de l'argent ni quoi que ce soit. Et c'est pas très grave. J'ai évoqué ma situation en toute transparence. Mais clairement, il y a aussi, moi, j'en ai pas vécu beaucoup et j'en ai pas peur du tout. Mais pour autant, quand ce sont des personnes décisionnaires qui, à l'entrée d'une structure, vous accueillent de cette manière, on va lutter contre ça parce qu'on sait comment on va faire. Et ça, c'est quand même un risque pour son entreprise parce que on est bloqué de fait dans un processus de dynamique positive et avec tout le professionnalisme que ça induit. Donc, message commun, je pense, avec Stéphanie, il ne faut pas avoir peur de ça, surtout pas, parce que quand vous montrez que vous avez peur, c'est comme ça que potentiellement on révèle une éventuelle faiblesse. Donc, croyez en votre projet, à sa viabilité, à sa performance. Et puis, j'allais dire, ceux qui vous suivent pas parce que vous êtes une femme, c'est plutôt vers ceux qui vous suivront parce que vous l'êtes qu'il faut se reporter.
Merci. Et on arrive à la fin de notre webinaire. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu ou celui que vous n'avez pas reçu, mais que vous auriez bien aimé recevoir et que vous avez envie de donner aujourd'hui, s'il y en a un, ou voilà, quelque chose voilà, que vous avez envie de partager? Ouais, moi, c'est business first et je reviens, ça fait très terre à terre, mais c'est avant tout le business et le commerce et c'est ça qui fera que vous aurez du chiffre d'affaires et que vous serez rentable à la fin. Ne vous perdez pas dans les méandres de business plan, de trucs. Ça peut être un des problèmes des structures d'accompagnement, de toujours vous redemander de nouveaux business plans. À un moment, vous avez du chiffre d'affaires, vous avez des clients, vous foncez, vous avancez comme ça. Meilleur Merci. conseil, le moins bon conseil, c'est les parents qui, à l'époque, quand j'avais 20 ans, m'ont dit « Oh, t'es sûre, tu vas monter ta boîte ?» Bon, finalement, j'y suis revenue. Et le meilleur, c'est quand ma meilleure amie, à qui j'ai annoncé mon départ de la structure précédente, m'a dit « Ça tombe bien, ça fait 20 ans que tu veux monter ta boîte, donc vas-y. » Voilà, c'est des petits mots encourageants. Merci. Donc, j'en profite pour vous adresser à toutes les deux un grand merci d'avoir été très transparente sur tout ce parcours que vous avez vécu. À ceux qui nous écoutent et qui se demandent comment être accompagnés, monpasscrea.fr, en fonction de votre projet, on vous orientera vers le réseau d'accompagnement qui est le vôtre, financeur ou pas, accompagnement au tout début, à la fin, au milieu, bref, vous trouverez le bon réseau. Je vous invite à vous inscrire à l'événement BIG, qui est l'événement organisé par BPI France le 8 octobre à l'Accor Arena. Si vous voulez rencontrer du monde, rencontrer les réseaux, ils seront tous présents, rencontrer des top speakers exceptionnels, allez voir BIG BPI France le 8 octobre. Et on espère vous y retrouver nombreux. Merci pour Virgile qui partage le lien. À très bientôt. Merci à toutes. Et Stéphanie, Delphine, un immense merci pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup et bon courage à toutes et tous.